elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle Bienvenue marque son époque. dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Paul B. Preciado. On est sortis ensemble une multitude de corps dans la rue. Évidemment, les corps racisés étaient là en premier lieu, dans une grande alliance anti-nécropolitique, c'est-à-dire en fait des corps qui disent non à la violence sexuelle, à la violence raciale, à la violence de genre, à la violence de l'État, à la violence policière. Est-ce que c'est le son du backlash ou celui de la révolution ? Nous sommes en juillet 2020 et nous sommes sur une faille, au bord du tournant. J'oscille entre l'espoir vibrant et le pessimisme le plus violent. En vrai, je sais plus. Je sais en revanche où je trouve mon apaisement. Dans la lecture, dans la pensée, notamment celle de mon dernier invité de la saison. À son sujet, une précision. La Poudre est un lieu qui a été pensé en non-mixité pour parler des mécanismes sexistes à travers les vécus des personnes les subissant. Jusqu'ici, n'y ont résonné que les voix de femmes, cis ou trans. Il va de soi que l'expérience des personnes non-binaires et de toutes les personnes trans y trouvent leur place. Le travail et les écrits de Paul B. Preciado sont essentiels pour comprendre le mouvement féministe actuel et questionner les représentations genrées, comme La Poudre le fait depuis 4 ans. Bonne écoute, bon été. Tâchez de vous couper un peu du bruit angoissant du monde pour vous recentrer sur l'essentiel, votre santé physique et mentale, votre bien-être, votre sommeil, votre famille de sang ou de cœur. Et je vous dis ça comme une note à moi-même, parce que la fatigue est grande. Allez, on se retrouve à la rentrée pour une saison 5 de La Poudre, qui, je vous le promets, sera plus révolutionnaire que jamais. Avec Paul B. Preciado, on a parlé de corps, de monstres et de joie. Paul B. Preciado, vous êtes philosophe et écrivain. Vous êtes aussi, en toute objectivité, l'intellectuel qui porte sur notre époque chaotique, à la lisière entre dystopie biopolitique et révolution transféministe, le regard le plus acéré, le plus complexe, le plus passionnant. Je suis vraiment honorée de vous recevoir dans La Poudre aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. Quelle générosité, quel excès. Enfin, pas du tout. On essaye de réfléchir à peu près comme tout le monde. Voilà. Merci. Alors, vous venez de publier un essai bref et percutant, Je suis un monstre qui vous parle, qui est en fait la retranscription d'un discours que vous avez fait, ou en tout cas essayé de faire il y a quelques mois devant un collège de psychanalystes. Avant cela, vous avez écrit depuis 20 ans plusieurs autres essais. Je peux citer le manifeste contrasexuel, Testo Junkie, bien sûr, ou encore un appartement sur Uranus, qui ont profondément marqué la pensée philosophique et politique contemporaine, et pas seulement en France. Mais avant qu'on s'attaque à votre parcours et à votre travail, je voudrais me débarrasser d'un éléphant dans la pièce, ou plutôt dans le podcast. Vous n'êtes pas une femme, Paul Preciado, vous êtes du moins administrativement un homme trans, même si je pense que vous vous définissez de façon un peu plus complexe que ça. Or, dans La Poudre, depuis 4 ans, je reçois, dans un geste de non-mixité que vous devez certainement comprendre, je reçois uniquement des femmes. Il me semble néanmoins que votre parole, votre expérience sont absolument essentielles pour comprendre les enjeux des luttes féministes actuelles et que vous avez parfaitement votre place dans ce podcast. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus ? Pourquoi pas, oui. C'est vrai que je me suis fait déjà inviter. J'étais invité plusieurs fois dans des contextes dans lesquels il y a que des femmes, c'est-à-dire des femmes. Et ce qu'on entend habituellement par des femmes, c'est-à-dire des corps auxquels on a assigné
sexe, genre, on va dire, puisqu'en France, c'est difficile de faire cette différence et la loi ne la fait totalement pas. Donc, qui ont été assignées donc femmes à la naissance. Et c'est vrai que souvent, je me retrouve, ça m'arrive parfois dans les festivals en littérature ou dans les réunions parmi des artistes ou des curateurs ou des philosophes, en fait, invités parmi les femmes. Et bon, je suis bien, je suis ravi, je me sens bien. D'une part, en fait, parce que c'est mon espace, ma culture de résistance politique. C'est-à-dire que j'étais assigné, je suis né femme, j'étais assigné femme à la naissance, et qu'après, progressivement, je me suis désidentifié de cette assignation en tant que femme, et suis devenu progressivement ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pour la médecine et la loi contemporaine, je suis un homme transsexuel. Évidemment, dans mon passeport, par exemple, vous trouvez pas la mention transsexuel, vous pouvez lire simplement homme. Mais je ne me sens pas évidemment un homme parmi les hommes ou un homme comme les autres hommes, puisque effectivement je parle publiquement de ma position dissidente en termes de genre et de sexualité. Et donc dans ce sens-là, évidemment, oui, je me sens beaucoup plus proche des femmes, des corps qui ont été assignés femmes à la naissance, voire des femmes aussi trans, ou bien effectivement des corps non binaires, beaucoup plus en fait que des corps hommes, en fait assignés hommes, et qui croient à on va dire à la naturalité de cette énonciation de la masculinité. Donc oui, pourquoi pas, je suis très bien ici dans votre espace entouré par des femmes, bien sûr. Bon, tant mieux, vous êtes le bienvenu en tout cas. La dernière fois que je vous ai vu, Paul, c'était à Beaubourg, à Paris, où vous avez commencé en mars un cycle consacré à l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Un cycle que vous n'avez, à mon grand regret, jamais pu achever pour cause de coronavirus. Et c'est complètement fou parce que pendant cette conférence, on commençait à voir poindre la menace de la pandémie et du confinement. C'était encore une perspective assez floue. Et pourtant, vous avez tout de suite mis le doigt sur ce qui allait se produire. Vous avez parlé de surveiller, punir, exclure les corps colonisés. Et finalement, les choses se sont déroulées conformément à vos prédictions. Je ne sais pas si à mes prédictions, mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai compris en fait ces jours-là que, d'une part, en fait, que l'occasion était exceptionnelle, il y avait énormément de monde, et que du coup, j'avais une responsabilité aussi parce que voilà, il y avait 600 personnes qui étaient là. Et qu'il y avait une envie extraordinaire. J'ai senti effectivement cette pulsion révolutionnaire, vraiment. Et j'étais dans la joie de faire partie de ça et de pouvoir en fait quelque part réunir cette assemblée. Mais en même temps, en fait, j'ai compris parce que dernièrement, j'ai voyagé énormément. D'ailleurs, en fait, c'est comme ça que je suis tombé moi-même malade en fait du Covid. Et donc j'avais fait pas mal de voyages, et parmi d'autres à Taïwan, enfin. Et du coup, j'ai compris qu'on était dans une situation qui allait devenir très complexe dans les mois à venir. Je n'ai pas du tout anticipé le confinement total, en fait, comment ça s'est produit après. Mais il me semblait de toute façon que des séminaires où il y avait 600 personnes serait très difficile à tenir après. Et c'est ce qui s'est passé immédiatement. Et c'est aussi pour moi ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment les espaces traditionnels des reproductions des savoirs, c'est-à-dire les espaces, je parle là des universités, des écoles, mais aussi les espaces des constructions et reproductions des mémoires, comme sont les musées par exemple, les espaces, les institutions traditionnelles comme la prison, comme les entreprises, la fabrique, etc. C'est-à-dire ces espaces justement que Foucault avait caractérisés en tant qu'institution disciplinaire ont fait quelque part faillite pendant la crise du Covid-19. C'est-à-dire on a vu ce qui aurait été inimaginable, parce que c'est vrai que quelque part Foucault avait, y compris dans son analyse de la peste, analysé ou quelque part anticipé aussi ces retraits dans l'espace domestique. Mais je pense qu'il n'aurait même pas pu imaginer la clôture et le quasi-effondrement total de ces institutions disciplinaires. Et on le voit aujourd'hui encore, c'est-à-dire la grande difficulté pour retourner à l'école, retourner à l'université, ouvrir les musées, qu'est-ce qu'on va faire avec les théâtres. Donc évidemment, c'est tout un mode de vie qui est questionné aujourd'hui. Et donc il va falloir transformer impérativement, oui.
Ouais, puis vous aviez aussi une approche dans ce séminaire qui était aussi de questionner Foucault et d'amener dans Foucault ce qui manque peut-être de l'antiracisme, du féminisme et de parler de cette hiérarchisation des corps à laquelle on a vraiment assisté, je trouve, pendant la période du confinement. Les corps racisés qui étaient bien plus exposés que les corps blancs, les corps des femmes bien plus contraints que les corps des hommes. Enfin, j'ai l'impression que vous avez vraiment, finalement, en une seule séance de séminaire, vous avez poussé l'idée peut-être encore plus loin qu'elle aurait pu aller si le réel l'avait pas rattrapé. J'en sais rien, mais c'est vrai que je voulais faire une nouvelle, c'est pour ça que j'ai appelé ça une nouvelle histoire de la sexualité, dans un style un peu exagéré, évidemment, en fait, avec toute modestie. Je me suis dit, en fait, c'était pas la question simplement de nier Foucault, mais de se dire, en fait, qu'évidemment, il y avait un certain nombre de choses que Foucault n'avait absolument pas fait dans son histoire de la sexualité et que, notamment, il fallait refaire une relecture, on va dire féministe, parce que la première chose, c'est qu'effectivement, les plus grands, entre guillemets, historiens de la sexualité, notamment en France, mais aussi ailleurs, si on pense à son influence dans l'étranger aussi, les plus grands historiens de la sexualité étaient un historien non féministe qui a totalement négligé notamment l'histoire des corps des femmes, mais aussi, par exemple, quelque chose d'aussi important comme l'invention de la notion du genre dans les années 40-50. Donc, évidemment, il me semblait que c'était absolument urgent de refaire une nouvelle histoire. Après aussi, les plus grands, soi-disant à nouveau, historiens de la sexualité, a totalement négligé l'archive de la colonisation, y compris, sachant quand même qu'il a travaillé sur la France et sur l'histoire française, et notamment aussi sur les siècles 18 et 19, surtout 19, comment peut-on imaginer que quelqu'un au 19e siècle peut faire l'économie de l'analyse des effets de la colonisation, du régime de l'esclavage et évidemment de la notion même des races. Donc évidemment tout ça me semblait quand même qu'on avait vraiment besoin urgemment d'une nouvelle histoire de la sexualité, puisqu'effectivement je pense que on est dans une situation, en fait, dans un moment historique tellement complexe, d'une telle complexité, qu'on a besoin d'une nouvelle grammaire, d'un nouveau langage, une nouvelle manière de penser complètement les rapports entre corps et pouvoir, les rapports entre subjectivité et révolution. Et ça, me semble c'est que Foucault moi, je me revendique en fait comme Foucaultien, il y a aucun problème. Je trouve que c'est pour moi une influence majeure, mais qui évidemment aujourd'hui a été largement critiqué, contesté, dépassé par d'une part les questions évidemment des sexualités trans, les mouvements intersexes, les mouvements non binaires, et notamment aussi, je dirais, par la transformation des technologies biopolitiques, des productions et des gestions du corps et de la sexualité. Donc à tout ça, je pense qu'on est, c'est pour ça qu'en tant que philosophe aujourd'hui, si vous voulez, moi je pense qu'on vit un moment, philosophe, mais aussi activiste, parce que pour moi, les gens parfois ils me disent mais quel pessimisme, je suis accablé de la situation. Je dis mais attendez. Pour les activistes de genre de la sexualité, pour les activistes antiracistes que nous sommes, nous vivons les moments les plus extraordinaires. Ça veut dire que ça fait vraiment des années, et je dirais des siècles qu'on travaille pour ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut, au contraire, il faut prendre conscience collectivement de l'importance de ces moments historiques qu'on est en train de vivre et être capable d'embrasser totalement cette révolution, en fait. Parce que le problème, c'est que, si vous voulez, il y a dans les mécanismes même de fonctionnement du régime néolibéral et de la condition néolibérale tout entière, c'est-à-dire pas uniquement comme un régime économique, mais vraiment comme un régime de production de la subjectivité. Il y a une capture, une extraction de la capacité de désirer. Et c'est ça qu'il va falloir refaire, dont il va falloir se réapproprier critiquement si on veut faire la révolution. Parce que la première chose qu'il faut faire pour faire une révolution, c'est tout notablement, en fait, c'est désirer la transformation, désirer les changements. Et je pense que là, pour la première fois, après
les Covid, la Covid, enfin après la crise du Covid en tout cas, on a commencé à voir, et pour moi en fait je l'avais déjà senti bien avant, hein. Pour moi par exemple notamment quand on s'est réunis au Centre Pompidou, on était dans une ambiance qui pour moi était vraiment révolutionnaire. Et mais Complètement. oui, et Ouais. la marche du 8 mars a été aussi un grand moment révolutionnaire. Mais après, évidemment, on était tous dans cette impasse. On se disait, mais vraiment, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et je pense qu'en fait, on est sorti de cette crise et de ces confinements. En tout cas, des points de vue en fait des cultures ou des contre-cultures ou des cultures subalternes, de la manière la plus extraordinaire et la plus fantastique en fait, avec vraiment cette tout de suite cette prise des paroles et cette sortie immédiate en fait des corps en solidarité. On demande en fait, pour moi, un mouvement qui est un mouvement d'une importance. Je pense que c'est le plus grand mouvement, honnêtement, carrément en fait qu'on a vécu depuis les années 50-60. Donc vraiment, je pense et c'est un mouvement en plus qui est maintenant est beaucoup plus complexe et me semble aussi qu'il faudrait l'interpréter comme un mouvement, je dirais, anti-nécropolitique, c'est-à-dire en fait qu'on est sorti ensemble une multitude de corps dans la rue. Évidemment, les corps racisés étaient là en premier lieu, en fait, dans une grande alliance anti-nécropolitique, c'est-à-dire en fait des corps qui disent non à la violence sexuelle, à la violence raciale, à la violence de genre, à la violence de l'État, à la violence policière. Et donc, du coup, il va falloir inventer collectivement une nouvelle modalité des pouvoirs, mais des pouvoirs, quand je dis des pouvoirs, je dis évidemment, c'est-à-dire qu'il va falloir d'autres modalités de relation entre corps pouvoir, corps subjectivité, qui ne soient pas uniquement des modalités de violence. Et donc moi je pense que, enfin bref, peut-être c'est juste moi, hein, mais malgré malgré la maladie, malgré le fait que je me suis aussi cassé les coudes, etc., je suis dans un état de joie totale. Voilà. Mhm. Ce que je C'est fais. cet enthousiasme qui fait que j'aime tellement vous lire, et puis cet enthousiasme aussi auquel Virginie Despentes fait allusion dans l'introduction d'un appartement sur Uranus, qui fait que si vous lire, ça reste vraiment jubilatoire, et il est précieux, parce qu'on pourrait quand même facilement se laisser porter par le pessimisme quand on assiste à certaines scènes aujourd'hui. Alors dans La Poudre, on tente de revenir un peu en arrière, de retracer un peu les parcours. Paul Preciado, donc vous êtes né à Burgos, dans le nord de l'Espagne, à une époque à laquelle le dictateur Franco était encore au pouvoir, à une époque qui est finalement pas si lointaine, hein. Parfois on oublie en France à quel point la dictature est proche chronologiquement en Espagne. C'était comment de grandir dans ce lieu et dans ce contexte? Je pense que ça a été définitif et très important pour moi. Et que je pense que ça explique aussi peut-être la personne que je suis aujourd'hui et si vous voulez, en fait, ma manière obstinée de vouloir que les choses changent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, par exemple, maintenant, après je vais revenir en fait à Burgos, hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on glisse progressivement, depuis déjà en fait une vingtaine d'années, en France notamment, vers des positions qui sont de plus en plus fascistes, d'extrême droite. Je ne parle pas uniquement de Rassemblement national, je parle vraiment vraiment et pas uniquement non plus des micro-fascismes, comme on parlait de Lucio Guattari. Je parle vraiment en fait d'un État néolibéral qui va prendre de plus en plus des mécanismes autoritaires, des mécanismes d'usage autoritaire et violent en fait des certaines institutions à l'intérieur de l'État. Et donc je pense que je ne sais pas si je serais aussi sensible à ça si je n'étais pas né dans une culture déjà fasciste. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai vu autour de moi. J'ai vu autour de moi en fait une culture de la peur. J'ai vu en fait toute ma famille est totalement détruite en fait si vous voulez par la guerre civile. Parmi dans ma famille en fait si vous voulez comme dans à peu près toutes les familles espagnoles il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens, les villages étaient divisés de manière quasi arbitraire et donc du coup j'ai eu des grands-parents qui étaient d'un côté ou de l'autre mais qui avaient vraiment pas tellement d'idéologie mais qui se sont retrouvés vraiment à lutter les uns contre les autres et, euh, et donc j'ai vu effectivement comment le fascisme a détruit profondément
la société et comment aussi une partie de cette société a résisté à des techniques de mort et de violence qui étaient inimaginables. Et aussi à des techniques d'effacement de la mémoire. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que maintenant, je suis vraiment, si vous voulez, en fait, au moindre signe des fascismes, si vous voulez, ma peau est hérissée. Une ultra Absolument, sensibilité, quoi. absolument, parce qu'en Ouais, fait, parfois, ouais. ce qui m'arrive en France, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que mes collègues, en fait, là, je parle aussi des philosophes, des gens de ma génération, des gens que par ailleurs, en fait, j'ai connus dans d'autres occasions, dans des colloques en philosophie ou ailleurs. Et en fait, eux aussi se sont déplacés progressivement, ont glissé progressivement vers la droite et l'extrême droite avec des positions qui sont inimaginables pour moi, en fait, si vous voulez. Et donc ouais, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester avec moi toute ma vie. Et aussi, si vous voulez, la peur dans le cas des sociétés comme l'espagnol, mais aussi des sociétés comme l'italienne, comme la portugaise, la société aussi grecque, c'est-à-dire des sociétés qui ont vécu très longuement, et avec une implantation très longue, le fascisme. Nous sommes des sociétés, là je vais parler en fait de toutes ces sociétés qui ont vécu le fascisme pendant les années 50, 60, etc., qui ont une grande facilité, et c'est la même chose en fait pour l'Amérique latine. C'est-à-dire que dans des conditions d'instabilité sociale, politique, économique, ont une grande facilité pour retourner au fascisme, au nationalisme populiste autoritaire. Puisqu'effectivement, quelque part, les institutions démocratiques, soit ont jamais existé, soit ils ont été véritablement détruites pendant la période fasciste. Vous voyez, donc, et c'est précisément pour ça, en fait, si vous voulez, que je suis peut-être avec aussi un imaginaire, d'une part un imaginaire de la Révolution et d'autre part un imaginaire philosophique, en fait. C'est pour ça que je suis venu en France aussi, parce qu'évidemment, j'ai étudié avec Derrida à une époque, et bon, je me suis formé dans la philosophie française. Et donc, pour moi, la langue française et la philosophie française c'était très très importante. Mais cet imaginaire de la France, si vous voulez, que j'ai connu pendant ma période en fait quand j'étais étudiante à l'époque et après étudiant, si vous voulez, cet imaginaire est révolutionnaire et des résistances, je dirais qu'est bien loin de nous quand on regarde aujourd'hui l'état de la France et notamment de l'université française, notamment par exemple les dernières controverses qu'on a vues autour par exemple, de la pensée décoloniale, qui est caractérisée en France tout d'un coup en fait comme une forme de terrorisme culturel, comme Ouais. vraiment. On a vu Emmanuel Macron Voilà, accuser les sociologues voilà, d'être responsables de la crise absolument quelque chose antiraciste en France, comme si c'était pas le racisme qui voilà, était en cause, mais l'enseignement. il y a eu exactement une très belle tribune en fait avec des penseurs comme Achille Mbembe ou comme Eric Fassin ou d'autres en fait justement face à cette déclaration de Macron. Je trouve qu'étaient des déclarations gravissimes dans lesquelles effectivement on pourrait dire Macron prend des positions qui sont pas très différentes en réalité à celles des Trump ou celles des Bolsonaro. Donc c'est aussi que très souvent, par exemple en France, on va faire l'opposition, on va parler des Trump comme si les États-Unis c'était quelque chose de totalement grotesque. Mais attention, parce qu'en fait, Macron est en train de prendre des positions qui sont très semblables et qui sont gravissimes si on pense effectivement aux besoins qu'il y a aujourd'hui en France de rétablir, de retisser, de commencer à reconstruire des généalogies critiques de la résistance, et notamment dans les cultures féministes, dans les cultures antiracistes, dans les cultures des critiques de la colonisation, qui sont en France aujourd'hui, si vous voulez, je dirais, quasi inexistantes à l'intérieur de l'université. C'est ça, c'est des voix tellement ultra minoritaires Exactement. que c'est extraordinaire de vouloir les censurer Exactement. alors qu'ils sont déjà en difficulté. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça en fait que j'avais accepté cette proposition du Centre Pompidou, notamment de faire quelque chose en fait comme un grand séminaire public dans les cadres du musée, puisqu'effectivement l'université française est tellement sectaire et a tellement exclu des parcours universitaires habituels les études et féministes, et queer, et trans, et antiracistes, qu'évidemment, aujourd'hui en France, on peut devenir sociologue, on peut devenir anthropologue, on peut devenir avoir des grandes études de cinéma, etc., sans avoir jamais entendu
parlé une seule fois, je sais pas, en fait, je veux dire, De Monique Wittig ouais, ou exactement, Judith de Monique Butler, Wittig, quoi. je vous dis pas des Cherry Moraga et Gloria Andalzúa, je ne vous dis pas, en fait, si vous voulez, des Gail Robin, non, mais même des Monique Wittig, donc vraiment, chaque fois que je parle de Monique Wittig, les gens me disent, en fait, mais elle était des où? En fait, comme si elle était, avec cet imaginaire qu'il y a toujours en France, de toute façon, que par exemple, maintenant, on avait soin de dire très souvent que la pensée décoloniale viendrait des États-Unis et qu'évidemment les États-Unis sont tellement différents à la France, ou comme avant on disait ah non 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 mais la pensée queer elle vient des États-Unis et il y a rien de tout. Mais attention en fait, évidemment si la pensée queer n'a été que vraiment pour ainsi dire quelque part une vraie lecture politique des penseurs français parmi d'autres en fait justement des Foucault, des Derrida, mais aussi Foucault, des Derrida, Irigaray, des Kesteba, peut-être des pensées qui n'étaient pas très politisées en France, mais qui sont devenues politisées par la suite aux États-Unis. Et qui ont dû traverser Tout l'Atlantique à fait, quand ils ont été Et d'ailleurs, lus, vous avez dû traverser l'Atlantique effectivement, vous aussi pour les découvrir. Hein. Vous les avez exactement. découvertes à New York, Quelque finalement. part, effectivement, il n'y aurait pas de théorie queer, il n'y aurait pas la pensée de Judith Butler n'existerait pas sans, par exemple, la pensée straight des Monique Wittig. Donc, quelque part, en fait, en réalité, on ne peut pas parler de la pensée queer, de la pensée décoloniale, comme des pensées qui sont américaines ou qui viennent des universités américaines, bien au contraire. Je dirais en fait qu'il s'agit d'une pensée subalterne, minoritaire, critique, aussi bien à l'intérieur de l'université américaine que de l'université française. Vous voyez, donc, et c'est pour ça, en fait, pour revenir à la question du séminaire de Centre Pompidou, c'est pour ça que moi, j'avais envie justement de faire ces séminaires-là qui étaient en dehors de l'université, dans un espace où on pouvait aussi se retrouver avec des activistes, mais aussi avec des artistes, avec peut-être des écrivains, avec des gens qui viennent du théâtre, avec des gens qui viennent du cinéma. Donc vraiment avec, si vous voulez, une espèce d'aplatissement disciplinaire, d'une grande transversalité disciplinaire, de telle manière qu'il n'y a pas en fait cette rupture très forte qui est habituelle en France entre, par exemple, la pensée et l'action politique, l'art et la critique. Je pense en fait que toutes ces distinctions, ces partages disciplinaires sont aujourd'hui en fait absolument sont obsolètes et que la France en fait s'obstine à garder ces divisions justement comme une forme de résistance à la transformation profonde en fait à ce que j'appelle un processus de dépatriarcalisation et de décolonisation de la pensée. Pour en revenir à votre enfance et en restant sur cette notion de résistance, il y a cette phrase dans votre dernier livre. On attendait de moi que j'effectue un travail efficace, silencieux, de genre et de reproduction sexuelle. J'aurais dû devenir une gentille petite amie hétérosexuelle, une bonne épouse, une bonne mère, une femme discrète. J'étais piégée. Si l'on m'avait clouée au sol, cela n'aurait pas diminué mon espace d'action. Ça me donne envie de réadapter pour vous une question rituelle de la poudre, une question tirée de Simone de Beauvoir. Comment avez-vous fait pour ne pas devenir femme? C'est vrai que cette question que vous posez souvent, en fait, dans mon cas, elle est, je dirais, en fait, elle est impérative quand même, quelque part. Exactement. Elle devient mode d'emploi de ma propre vie. Hein. C'est ça. Je sais pas, je sais que, en tout cas, que je me suis jamais senti, je n'ai jamais pu croire à la féminité. J'ai toujours vu, depuis que j'étais enfant, autour de moi, quelque part, les théâtres de la féminité et de la masculinité. C'était quand même vraiment... je peux pas vous expliquer pourquoi, parce qu'en réalité, là, pour le coup, c'était pas encore un moment de conscience politique ou autre. En fait, c'était vraiment quelque part, en fait, comme une aliénation, si vous voulez, par rapport à cet théâtre de l'hétérosexualité, de la masculinité, de la féminité, qui me semblait totalement impossible à incarner pour moi. Et donc, du coup, je pense que j'étais face à ces normes de la masculinité et de la féminité, toujours en faillite. C'est-à-dire qu'il y avait, j'y arrivais pas. Visiblement, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et c'est vrai que face à certaines ces stratégies, en fait, certains de mes amis, de mes collègues, en fait, qui ont peut-être pris de ces stratégies, je dirais, des sabotages de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'éviter la féminité
mais vraiment d'une manière dissidente, ce qui est totalement possible par ailleurs, en fait. C'est-à-dire que je ne dis pas, en fait, si vous voulez, comme il y a certains qui m'accusent, si vous voulez, quelque part, en fait, comme pervertir la jeunesse avec les hormones. Mais non, attendez, enfin bref, la jeunesse, elle est pervertie avec les hormones parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une fille, quelqu'un d'assigné fille à la naissance qui va chez les gynécologues, en fait, elle ressort avec une ordonnance pour la pilule. Donc, la jeunesse, elle est déjà, en fait, si vous voulez, saturée des hormones. C'est pas ma faute, je n'ai rien fait là-dessus. Par contre, en fait, ce que je fais, c'est changer quelque part l'ordonnance. Mais bon, ça, c'est autre chose. Vous voyez, en fait, mais en tout cas, c'est vrai que je ne dis pas que la seule forme d'opposition critique, la seule forme d'agencement oppositionnel ou antagoniste, soit par exemple la prise d'hormones, en tout cas de testostérone pour les personnes assignées femmes à la naissance et devenir trans. Absolument pas. Il y a une multiplicité des stratégies, des dissidences de genre et sexuelles. Et donc, il y a beaucoup de corps assignés femmes à la naissance, beaucoup de corps assignés femmes, par exemple, et racisés, etc., qui vont travailler avec ces stratégies, par exemple, des féminités hyperboliques, des féminités dissidentes, y compris la féminité butch, c'est une féminité dissidente, mais il y a aussi mais il y a aussi des formes de féminité, c'est-à-dire l'incarnation de la féminité, par exemple, ultra sexualisée, de la pute, est aussi une manière dissidente. Il y a des milliers de formes de dissidence. Mais c'est vrai que une façon de pas devenir femme, tout à fait, même en échappant à la maternité, à l'hétérosexualité, absolument. et on est déjà en train d'y échapper. Exactement. Mais moi, je n'étais pas bon à rien de tout ça. C'est-à-dire que je n'avais pas, c'est-à-dire que par exemple, en fait, bon, j'ai eu un problème de mâchoire quand j'étais enfant, et donc, du coup, j'ai eu la mâchoire qui grandissait énormément, donc j'étais très laid quand j'étais enfant, c'était très difficile pour moi, en fait, de réussir à la moindre chose féminine, mais c'était quand même très, très difficile. Et par ailleurs, en fait, y compris à l'intérieur des collectifs lesbiens, j'étais en fait, voilà, il y avait toujours quelque part en fait une certaine forme de masculinité chez moi qui dérangeait, même si c'était peut-être une masculinité qui n'était pas, par ailleurs, en fait, j'étais pas suffisamment butch non plus. C'était une masculinité peut-être trop faible, je sais pas exactement quoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait une impossibilité d'incarner ces rôles de la masculinité ou de la féminité. Mais je ne dirais pas en fait que il y avait pas un plan en fait. Il y avait pas chez moi une stratégie. Je me suis pas senti, par exemple, je pensais pas que j'étais trans depuis que j'avais 4 ans. Je me suis pas dit, même malgré le fait que même si quand j'avais 4 ans, je voulais absolument accéder à une opération de changement de sexe. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai épargné de l'argent pour 2 choses. En fait, une, c'était pour acheter un petit singe qu'il y avait dans un magasin d'animaux à Burgos, dans ma ville, qui était très malheureux, et je voulais absolument l'acheter. Et la deuxième chose que je voulais, en fait, c'est avoir une opération de sexe. Et ça, si vous voulez, dans un contexte dans lequel il n'y avait absolument pas d'informations autour de moi sur les changements de sexe, etc. Mais je ne voyais pas, à l'époque, ces changements de sexe, en fait, comme une condition pour devenir un homme. Pour moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était un changement de sexe, mais pas du tout, en fait, devenir un homme. En tout cas, ce que je veux dire, en fait, c'est que je lutte encore aujourd'hui en fait pour être capable de garder ce que j'appellerais en fait une forme de plasticité politique. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut parler justement de la plasticité neuronale, en fait, oui, une plasticité politique, ça veut dire en fait avoir la capacité encore à désirer face ou contre la norme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quasi exercer. En fait, c'est à peu près ce que disait Foucault par rapport à la liberté, si vous voulez, en fait. C'est-à-dire que la liberté n'existait pas, il faut la fabriquer. Et donc, il faut s'exercer quelque part. Et donc, c'est ce qui voilà. Donc, pour ne pas devenir une femme, bah, il faut s'exercer à peu près tous les jours, puisque les contraintes et les normes sont tellement nombreuses, en fait. Et on vit dans un monde qui est tellement quadrillé, qui est tellement segmenté,
qui est très très difficile en fait d'échapper à ces contraintes-là. De la même manière que pour moi aujourd'hui, en tant qu'homme trans, c'est très difficile aussi d'échapper à la normalisation de ma propre masculinité. Aux définitions extérieures qu'on va donner de vous-même. D'ailleurs, c'est ce qui ressort aussi très bien dans le livre, dans votre Je suis un monstre qui vous parle. C'est-à-dire que même votre identité qui se veut absolument plastique, non binaire, elle revient à être quand même encore homme trans. Ça renvoie à cette certaine catégorie de santé mentale, de santé biologique. Enfin, même en essayant d'échapper à cette normisation de votre corps, en fait, vous vous retrouvez à nouveau normé. Et c'est ça d'ailleurs l'énorme rébellion de ce livre qui a aussi causé un tel émoi quand vous avez prononcé ce discours. Oui, mais maintenant, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai voulu en fait appeler ce livre-là aussi Je suis un monstre qui vous parle, parce que en fait, j'ai revendique maintenant aussi cette monstruosité, c'est-à-dire qu'on a été construit comme des monstres par l'histoire du capitalisme patriarco-colonial. Quand je dis nous, je veux dire en fait, évidemment, d'une part, les corps non masculins, donc les femmes, les corps sexualisés, les corps racisés, les corps homosexuels, les corps considérés en tant qu'handicapés, etc. C'est-à-dire, on a été construit dans un espace, dans un non-lieu entre l'humanité et l'animalité. Et on est à tout moment, en fait, à tout moment, on peut basculer et tomber à nouveau dans l'animalité. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire là, c'était face à, si vous voulez, en fait, à les stratégies habituelles d'intégration et normalisation, c'est-à-dire de vouloir défendre à tout prix notre position et notre intégration à l'intérieur de la culture hétérosexuelle, binaire, dominante, ou même à l'intérieur de la culture de la suprématie blanche. Ce que je voulais faire, en fait, c'est dire non. Ce que je voudrais en fait arriver à parler à partir de cette monstruosité et comprendre aussi, prendre cette monstruosité aussi comme une puissance politique extraordinaire qui va permettre aussi une transformation, parce que la transformation révolutionnaire dont on parle, elle ne viendra pas, elle va pas venir, si vous voulez, de l'intégration dans la culture dominante, ni hétérosexuelle, ni dans la culture blanche dominante, ni dans la culture binaire, c'est-à-dire dans cette division stricte masculin et féminin. En fait, ce qu'il nous faut, et c'est pour ça en fait que ça c'est ce que j'appelle les chemins du monstre en fait avec Donna Haraway, c'est justement peut-être collectivement essayer d'imaginer en fait collectivement un ailleurs, quelque chose qui ne sera pas dans cette fracture homosexuel, hétérosexuel, blanc, noir, masculin, féminin. Mais qu'est-ce que serait en fait un monde, une société dans laquelle en fait on aurait collectivement dépassé les clivages de sexe, de genre, des races, comme des clivages en fait qui organisent tous les rapports du pouvoir et des savoirs d'une société. Et donc pour ça, tout d'abord en fait je pense que c'est très important quelque part en fait si vous voulez comme une espèce de décentrement des sujets de l'annonciation scientifique, c'est-à-dire c'est qui a parlé jusqu'à maintenant. Exactement. Voilà, ouais. C'est exactement là que je voulais en venir, parce que vous êtes docteur en philosophie. Enfin, vous avez beau avoir étudié à New York avec Derrida et Butler, vous venez quand même de l'université, qui est le lieu où l'on parle depuis une position d'autorité. D'ailleurs, vous dites souvent que le fait d'être devenu docteur en philosophie vous a d'un seul coup attiré un respect et une déférence que vous n'aviez jamais obtenu avant d'avoir ce diplôme en poche. Mais pourtant, dans votre travail, ce qui est très intéressant, et ça arrive dès le départ, dès Testo Junkie en 2008 et même encore avant, le manifeste contrasexuel, vous parlez depuis votre point de vue. En fait, vous avez choisi le genre littéraire de l'autofiction. Et il me semble qu'en fait, c'est le geste peut-être le plus politique que vous pouviez accomplir en tant qu'universitaire, de revendiquer ce jeu et d'envoyer bouler cette espèce d'universalité, cette pseudo-neutralité objective qui aurait été celui du docteur en philosophie. Et est-ce que c'est pas ce jeu qui permet de faire émerger cet imaginaire que vous décrivez ? La question c'est que en fait je dirais en fait que ceux qui occupent la position de la suprématie, de la domination, n'ont pas besoin de jeu, parce qu'en fait eux ils sont la position universelle, donc ils n'ont pas besoin de dire jeu, parce qu'en fait quand ils parlent en fait leurs paroles
a déjà une condition d'objectivité. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, c'est pas simplement que moi, j'ai choisi, en fait, de parler, par exemple, de choisir l'autofiction en tant que stratégie. C'est qu'en fait, si vous voulez, les philosophes, et quand je dis les philosophes, je dirais jusqu'au XXe siècle, probablement, en fait, si on fait comme ça, de manière très rapide, jusqu'à Hannah Arendt, pratiquement la plupart des philosophes, on va trouver, en fait, c'est des philosophes, et jusqu'à Simone de Beauvoir, par exemple, en fait, c'est des philosophes masculins et des philosophes dont l'hétérosexualité n'est pas contestée. C'est-à-dire qu'y compris, par exemple, quelqu'un comme Foucault, y compris quelqu'un comme Roland Barthes, ne fera jamais mention explicite de la sexualité, de sa sexualité, ni à l'intérieur d'une histoire de la sexualité, ni par exemple en fait Roland Barthes à l'intérieur de ses écrits en fait sur l'amour, même si évidemment on peut aujourd'hui se dire ah oui c'était là, mais enfin il y a absolument pas une position des paroles forte en tant que personne considérée homosexuelle, alors que par exemple en fait beaucoup des féministes, beaucoup de féministes lesbiennes, et là, je pense là, par exemple, en fait, et beaucoup de féministes noires, et beaucoup de penseurs noirs. Je pense de manière notoire, par exemple, à quelqu'un comme Audre Lorde. Je pense évidemment à des gens comme Monique Wittig. Je pense aussi à des gens comme Messer. Je pense aussi, y compris des gens comme Guisson, c'est-à-dire Angela Davis, évidemment. On ne peut pas échapper. Ce n'est pas, en fait, si vous voulez, que je choisis les genres autofiction. C'est qu'en fait, je ne peux pas prendre la position du sujet universel. Parce que si je la prends, c'est au risque de même mimétiser avec la pensée hétéropatriarcale et coloniale. Et donc, évidemment, à partir du moment où il y a une politisation de la parole, on ne peut pas faire autrement, ce que Donna Haraway appelle la pensée située. On ne pourra pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il va falloir parler à partir de ma propre position. Mais par contre, en fait, à chaque fois que je dis « je », c'est pas forcément moi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la question est c'est la seule écriture politique possible. Voilà, en fait. exactement. Cette position, cette énonciation, c'est une énonciation politique. Et donc, c'est pas un jeu psychologique. Et d'ailleurs, en fait, si vous voulez, même si j'écris beaucoup à la première personne, notamment, je ne vous raconte pas tout ce que je fais. Je veux dire, en fait, que la plupart des choses, en fait, y compris, par exemple, dans les derniers livres, Je suis un monstre que vous parle, en fait, c'est les jeux de la généalogie politique de ceux, comme moi, ont essayé de vivre, je dirais, surtout pendant le XXe siècle, en dehors de la binarité des genres, et qui ont été considérés par la médecine en tant que monstres, en tant que des corps grotesques, en tant que malades mentales, en tant que encore, si vous voulez, psychotiques ou souffrant en fait d'une dysphorie du genre, etc. Donc, mais semble en fait que c'est très important. Et je vous remercie en fait pour cette question parce que souvent, si vous voulez, il y a un peu cette espèce d'opposition très facile en fait de l'air. Bon, il y a les philosophes qui parlent, ont pas besoin de jeu, en fait, que soi-disant eux ils sont dans l'objectivité. Et après il y a oui les femmes, les féministes, les trans, les gens racisés, qui eux ils vont choisir en fait, ils peuvent pas sortir de jeu. Non, on ne peut pas sortir de jeu parce qu'en fait c'est les lieux de l'énonciation politique qui va nous permettre de déconstruire aussi cette prétention d'universalité de la philosophie occidentale traditionnelle. Puisqu'il n'y a pas d'objectivité, c'est-à-dire que la plupart des philosophies sont incarnées dans un corps hétérosexuel, un corps masculin, ou bien un corps qui va prendre cette position tout en faisant, si vous voulez, l'économie de sa propre expérience politique. Dans les cas les plus extrêmes, comme ceux, par exemple, de Foucault, de Roland Barthes, dont on parlait tout à l'heure, ou la quantité je vous dis, mais enfin, là c'est encore on pourrait faire encore un autre podcast, des milliers de podcasts, la quantité des femmes lesbiennes au placard qui vont jusqu'à très récemment, en fait, si vous voulez,
mettre leur sexualité totalement entre parenthèses, faire l'économie absolument de cette expérience-là, pour être capable justement d'articuler une parole, soit philosophique, soit autre. Donc c'est Bien sûr. encore, et ça, j'attends encore avec, voilà, je l'appelle de toutes mes voeux, si vous voulez, la pensée lesbienne située, en fait, voilà. Et ça, c'est pour ça aussi que je revendique, en fait, avec une telle force, par exemple, la pensée de Monique Wittig, parce que c'était très difficile pour Monique Wittig écrire quelque chose, en fait, comme les corps lesbiens, Les quand corps elle l'a lesbiens, fait, ouais. et elle a payé ça très, très cher, en fait, c'est-à-dire qu'après, elle a été plus ou moins totalement oubliée dans la littérature, l'histoire de la littérature française, et elle a fini ses jours, elle est partie aux États-Unis, et elle a fini totalement, vraiment comme un écrivain totalement inconnu, en fait, si vous voulez, sa vie aux États-Unis. Donc je C'est pense intéressant aussi, de comparer les destins de Monique Wittig et de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, qui était à mon avis tout aussi lesbienne, mais qui s'est affichée dans l'hétérosexualité avec Sartre. Enfin, son couple l'a permis peut-être de survivre à l'effacement de l'histoire. ouais, Enfin, je je sais pense pas, il y a que quelque chose un peu vertigineux là. ouais, je pense pas, je ne dirais pas en fait que Simone de Beauvoir était lesbienne, parce que pour moi en fait le lesbianisme est aussi une position politique. Politique, bien Voilà. sûr, Et que ouais. du coup, en fait, pour moi, malheureusement, Simone de Voilà, elle a eu des Beauvoir était, maîtresses, quoi. voilà, Simone de Beauvoir était surtout lesbophobe, en fait. Plus que, même si elle pouvait avoir une sexualité avec des femmes. Vous voyez ce que je veux dire, en fait. Bien sûr. Mais Mhm. pour moi, être lesbienne aussi, c'est aussi ça. C'est articuler, en fait, une position d'énonciation. Et c'est d'emblée, donc, une position politique. Et si on n'est pas capable, en fait, de prendre cette position politique, peu importe, en fait, qu'est-ce qu'on fait au lit ou pas, ou avec qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Évidemment. ces rapports entre sexualité et écriture, entre sexualité politique, entre sexualité et production des connaissances, est très complexe. Et évidemment, ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on commence à comprendre, en fait, qu'on en parle peut-être d'autofiction, il s'agit pas simplement, en fait, si vous voulez, de parler des soi. C'est pas ça ce qui se passe. Vous voyez, c'est pas parce que souvent on va dire en fait c'est des nombrilismes en fait. Non, en fait, par exemple, moi, ce qui m'intéresse dans Je suis un monstre qui vous parle, en fait, c'est comment les corps des personnes trans et non-binaires a été historiquement réduit à la monstruosité, à l'animalité, pathologisé, médicalisé, criminalisé. Et donc, ce parcours-là et cette généalogie-là est une généalogie politique qui, évidemment, elle traverse la totalité de ma vie, mais ce n'est pas une narration psychologique pour autant. Vous voyez? Bien sûr, mais non, enfin, je l'entendais vraiment comme ça. Pour moi, enfin, il y a cette phrase que j'ai surlignée dans votre livre qui, pour moi, résume toutes les luttes minoritaires actuelles. En réalité, mon corps à qui ni la médecine, ni le droit, ni la psychanalyse, ni la psychiatrie ne reconnaissent le droit de parler avec un savoir expert sur ma propre condition. Enfin, je pense que ça redit un petit peu, de façon un peu plus courte, ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire que pour les subalternes, il n'a pas d'autre choix, en fait, que de parler depuis soi, sur soi, pour ne pas laisser un discours extérieur se produire Exactement, sur soi, quoi. mais voyez en fait que du point de vue philosophique, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est une des plus belles choses en fait philosophiquement et politiquement qui soit. C'est-à-dire que comment vous expliquez cette paradoxe? C'est-à-dire on a été construit, et là je dis on puisqu'en fait on est un collectif de corps très large. Hein. Si vous Ouais. prenez effectivement, y compris les corps des enfants, puisque les enfants aussi les corps féminisés, donc les corps femmes, les corps considérés homosexuels, les malades mentales, les corps considérés comme malades mentales, handicapés, etc. Les corps ouvriers aussi, racisés. Donc, vous voyez, en fait, donc, on commence peut-être en fait à voir devant nous un paysage, ce que j'appelle somatopolitique, c'est-à-dire un paysage des corps politiques très, très, très large. Et la belle question philosophique, c'est comment est-il possible, en fait, qu'ayant été construits par l'histoire et par les régimes des pouvoirs dans lesquels on était, ayant été construits en tant que corps sans raison, sans parole, donc comme non-sujet, comme objet uniquement de la violence, objet de l'extraction, par exemple de l'extraction du pouvoir, enfin pardon, de la force reproductive ou de la force productive pour le corps ouvrier, ou de la force reproductive pour les femmes, ou la force totale productive et reproductive, la totalité de la force de la vie
pour les corps racisés, comment est-il possible en fait que dans ces conditions de destruction totale du corps et de la subjectivité, on soit à un moment donné en fait capable de prendre la parole. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, de construire les conditions de l'énonciation, de prendre la parole et de dire non, je ne suis pas ça que vous avez fait de moi. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, donc ça veut dire en fait que les processus biopolitiques de normalisation, les processus de production de la subjectivité ne fonctionnent pas totalement. Et c'est là, si vous voulez aussi, où je pense la philosophie de féministe queer, comme celle de Judith Butler, par exemple, en fait, ont transformé et ont rendu beaucoup plus complexe la pensée de Foucault. Puisqu'en fait, si vous voulez, on pouvait imaginer en fait un rapport très physique entre les pouvoirs et la subjectivité, comme si les pouvoirs, il va opprimer les gens et donc il va produire des corps féminisés, des corps homosexuels, des corps trans, des corps. Mais en fait, la question, c'est que ces corps-là sont capables de résistance, sont capables de critiques, d'insubordination, y compris en fait de la transformation à travers du langage et de la transformation totale de l'appareil des pouvoirs jusqu'à imaginer justement une issue. Ce que j'appelle dans le livre, Je suis un monstre qui vous parle, en fait, donc une sortie, jusqu'à imaginer une sortie. Que ça, c'est quelque chose, c'est ce si vous voulez, ce que je voulais aussi partager avec cette assemblée-là, mais aussi avec les lecteurs, c'est qu'en fait, en réalité, il y a presque toujours, je dirais presque, malheureusement presque, mais il y a presque toujours une issue. Et que cette issue-là, elle est à construire. Il faut la construire collectivement. Et c'est construit en grande partie avec des techniques qui sont très semblables à celles de l'art, c'est-à-dire avec l'imagination. Et c'est pour ça que je travaille toujours en fait avec des artistes et que pour moi, par exemple dans ce livre-là, je suis revenu en fait vers Kafka et que je me tourne très souvent vers l'art ou vers la littérature, puisque pour moi, la philosophie, c'est ce que Donna Haraway appelle non-fiction speculation. Donc, la spéculation des non-fictions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un art des non-fictions, mais dans lesquels les forces sont les forces de l'imaginaire. Dans la philosophie. C'est marrant parce que ce paradoxe-là, je trouve qu'on le retrouve aussi dans votre notion de corps somathèque. Ouais. C'est-à-dire que il y a le corps qu'on peut imaginer comme quelque chose de très biologique, de très réel, de très non-fiction, mais en même temps, en mobilisant la notion de somathèque, vous amenez en fait toute l'histoire, toute la culture, toutes les constructions, et vous injectez un imaginaire dans chacun des corps. J'ai l'impression qu'on retrouve l'espèce de paradoxe qui n'en est pas un du tout en réalité. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est que malheureusement, si vous voulez, la pensée capitaliste patriarco-coloniale, elle a fait du corps un objet. Elle a rendu les corps, elle a transformé les corps en objets anatomiques. Un objet anatomique, parfois réduit, par exemple, à la force de la production, ou parfois réduit à, dans les cas, par exemple, de la féminité, cette espèce de coïncidence violente entre les corps féminins et l'appareil reproductif. Voilà, quelque chose, une réduction extraordinaire du corps, des corps féminins à l'utérus, à l'appareil reproductif. Donc, est-ce qu'il faut à tout prix, en fait, si vous voulez, complexifier cette notion du corps? À peu près comme Freud, je suis très critique de la psychanalyse en tant que comme pratique clinique aujourd'hui, mais je suis pour autant en fait un grand lecteur de Freud et donc dont j'apprécie beaucoup la philosophie par ailleurs dans certains aspects, et notamment par exemple la même chose que Freud avait fait quand il a commencé à explorer l'inconscient, et donc du coup il s'est dit voilà, l'appareil psychique il est beaucoup plus large que la conscience. Moi je dirais en fait exactement la même chose, c'est ce que j'appelle l'appareil somatique. Il est beaucoup plus large que les corps. C'est-à-dire les corps, malheureusement, la pensée médicale, juridique, toute l'épistémologie occidentale a réduit les corps
à un objet anatomique. Mais en fait, il y a quelque chose comme ce que j'appelle la somathèque, cet appareil somatique, qui est beaucoup plus large que les corps en tant qu'objet anatomique. Et donc, qui est rempli, absolument rempli, c'est ce que j'appelle en fait une archive politique qui est absolument construite, fabriquée par les représentations, par les images, par les discours, par les institutions. Et donc, il est en constante construction et refabrication. C'est-à-dire que nous ne savons pas un corps, non. Parce qu'on on a cette tendance en fait à réduire les corps à sa physicalité, mais même cette physicalité, on n'en connaît rien, puisque par exemple en fait, si vous pensez maintenant, notamment par exemple grâce à la pensée féministe pendant les dernières 10-15 ans, en fait, il y a eu une grande transformation de la représentation du clitoris. Je vous donne cet exemple, en fait, parce que peut-être c'est celui-là que les auditeurs et les auditrices et les autres qui sont qui sont ni femmes ni hommes, qui sont en train de nous écouter, en fait, qui peuvent penser justement à comment on va représenter aujourd'hui les clitoris. Eh bien, cette représentation, cette nouvelle représentation fabrique aussi tout un espace politique totalement différent à celui-là qui était fabriqué par la pensée et par la représentation anatomique, par exemple, du 19e siècle. Je dirais en fait la même chose par rapport en fait au corps trans, qui moi me fascine, pas uniquement parce que c'est les corps dans lesquels j'habite, mais me fascine par sa non-coïncidence avec la cartographie anatomique dominante, avec l'anatomopolitique dominante. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les corps trans, de la même manière que les corps intersexes, que les corps non-binaires, n'existaient pas dans la cartographie de l'anatomie politique dominante. Du coup, on va dire qu'il existe uniquement les corps masculins et les corps féminins, et on va les définir avec des critères qui ont affaire surtout, en fait, si vous voulez, à la potentialité reproductrice du corps masculin et des corps féminins. Mais par contre, en fait, la réalité, et là, pour le coup, en fait, je vais être, si vous voulez, je vais faire usage d'une notion que je n'utilise pas beaucoup, mais la matérialité du corps trans, comme du corps intersexe ou comme des corps non binaires, elle n'existait pas dans la représentation anatomique, ni dans la représentation juridique, ni institutionnelle. Et l'inscrire dans la représentation institutionnelle, anatomique et juridique changerait absolument tout, absolument tout. Vous voyez en fait que là récemment, par exemple aussi, il y a un certain nombre de pays qui sont en train d'ouvrir la possibilité de s'inscrire légalement en tant que personne de genre non binaire, ou bien en fait comme là récemment les Pays-Bas qui vont commencer en fait à séparer l'assignation fille et garçon du moment de la naissance. C'est quelque chose. Faire mention du sexe sur la carte d'identité, même. Voyez, hein, c'est extraordinaire. Voilà, ouais, c'est extraordinaire. Ouais. C'est ce que je demande en fait. C'est ce que je demande depuis des années. Je pense que cette assignation dans l'acte de naissance est discriminatoire. Et ce que je pense en fait, c'est qu'il faudrait idéalement, mais je le crois, c'est-à-dire que de toute façon, on va être en fait, si vous voulez, dans ce que j'appelle en fait un changement. Un glissement épistémologique, une transformation épistémologique, c'est-à-dire aussi des langages, des représentations, des systèmes de connaissances qui vont faire qu'éventuellement, dans un futur très proche, on serait sorti du régime de la différence sexuelle. Quand je dis ça, évidemment, si vous voulez, mes collègues psychanalystes et aussi beaucoup des philosophes, des anthropologues, etc., et français et ailleurs, en fait, disent non, mais le précédent est totalement fou, etc. Eh bien, je suis désolé. On a dit aussi que Galilée était fou quand il disait en fait que la Terre tournait autour du Soleil et ne pas l'inverse. Et moi, je pense qu'on est dans un moment exactement comme celui-là et qu'on verra, vous allez le voir, vous, c'est moi, on va les voir. En fait, on verra ces moments dans lesquels on va accepter la radicale multiplicité des vivants et donc l'impossibilité de dire, d'assigner au moment de la naissance fille ou garçon. Et donc, pour le coup, si vous voulez,
détacher complètement l'inscription d'un corps en tant qu'être humain et son assignation de genre au sexuel. Bon, on retombe sur cet enthousiasme vraiment, enfin, qui caractérise votre travail. Et puis, je sais où vous le puisez parce que vous le dites souvent. Vous éprouvez, et c'est quelque chose que je partage d'ailleurs avec vous, une immense joie dans la lecture de ces intellectuels, ces chercheuses. Vous avez cité pendant l'interview Donna Haraway, Monique Wittig, Angela Davis. Il y a une vraie jouissance à lire ces textes-là et à lire la société à travers ces textes-là. Néanmoins, j'ai écouté certaines interviews que vous avez faites, néanmoins, par exemple récemment, et il y a parfois un tel gap entre ce que vous dites et ce que la personne en face de vous comprend de ce que vous dites. Ça, c'est vrai. Ça me fait marrer. Parfois, on vous présente genre, bon alors Paul Preciado, vous avez des idées un peu farfelues. Je sais. Comment vous arrivez à régler ce hiatus entre l'endroit où vous êtes, où vous nous attirez, nous qui vous lisons et vous suivons, et puis ces personnes qui sont complètement au degré zéro de la réflexion, de la déconstruction du genre, quoi. Vous avez raison, hein, j'étais récemment confronté à ça, notamment beaucoup des entretiens radio et autres, en fait, qui ont été, je dirais, assez violentes, en fait. Mais, euh, mais bon, effectivement, je pense qu'il y a un décalage, aussi bien dans le langage, dans la grammaire, mais aussi, en réalité, je parle très souvent de ça, parce que pour moi, c'est une responsabilité politique, institutionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est où l'enseignement féministe en France? Ouais. Il est où l'enseignement antiraciste en France? Il est où, en fait, ils sont où les études queer, si vous voulez? Mais je ne dis pas des études queer à l'université. Ce que je voudrais, en fait, c'est qu'il y a effectivement à l'école primaire, des études, des ateliers, qu'on puisse parler effectivement, parce que après, comment on va modifier, comment on va transformer des pratiques totalement ancrées, intériorisées des violences de genre et sexuelles qui commencent à l'école. Donc, si vous voulez, évidemment, après, je suis parfois face à des journalistes, je suis parfois qui ont un regard absolument normatif et qui ont un regard qui est d'ailleurs très semblable à celui-là que j'ai voulu en fait critiquer dans cette assemblée des psychanalystes en fait qui étaient devant moi quand j'ai fait cette conférence. Mais en même temps, si vous voulez, pour moi, comment dire en fait, pour moi, une des choses qui est plus importante maintenant, c'est que je ne me considère pas, si vous voulez, un penseur uniquement trans ou un penseur uniquement féministe ou un penseur antiraciste. Non, je suis un penseur révolutionnaire. C'est-à-dire que tout ça, la pensée féministe, la pensée antiraciste, la pensée trans, etc., pour moi, l'objectif, en fait, c'est une transformation profonde de la société. Et donc, du coup, je ne veux pas refuser de parler avec quelqu'un, puisqu'en fait, voilà, il va falloir parler avec les psychanalystes très réac, il va falloir parler avec des journalistes qui ont malheureusement jamais eu accès à des études féministes. Et comment vous croyez en fait que si j'arrive en France et j'ai dit c'est pas, est-ce que vous connaissez pas Albert Camus? Les gens diront ah bah non, mais comment tu connais pas Albert Camus? Mais par contre en fait oui, mais par contre en fait on peut très bien si vous voulez parler avec quelqu'un qui a jamais lu, enfin qui connaît si vous voulez les cheveux afro d'Angela Davis, mais qui a jamais lu l'œuvre d'Angela Davis et qui va en fait rester avec une image si vous voulez quasi pop d'Angela Davis. Donc les problèmes c'est celui-là. Donc à partir de là, je suis prêt maintenant à commencer un grand travail des ateliers collectifs. Moi, de pédagogie. Je sais pas si c'est la pédagogie parce qu'en fait, je suis aussi, moi aussi, je vais apprendre. Donc du coup, c'est pas uniquement la pédagogie, mais c'est pour moi, j'appelle ça en fait les parlements des corps. Et voilà, c'est-à-dire en fait, c'est vu que les institutions dominantes dans lesquelles on a été jusqu'à maintenant transformés en sujet ou en monstre ne fonctionnent plus, y compris en fait les parlements. Voilà, transformons toutes les institutions en parlement des corps et on va se réunir, on va commencer, c'est ça, il faudrait commencer à se réunir collectivement et à se dire de quoi on avait besoin, quels sont les instruments de quels on avait besoin pour transformer les mondes, pour faire cette grande révolution transféministe, antiraciste, écologiste.
Vous avez dit, je ne suis pas qu'un philosophe du féminisme ou du corps, et pour moi, c'est vrai, vous êtes un philosophe du bonheur. C'est vraiment une thématique qui revient très souvent. Je vous le jure, ça, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Parce que vous le dites tout le temps. Je vous lis avec attention depuis longtemps. Et par exemple, il y a cette phrase que j'ai relevée dans un appartement sur Uranus. Le bonheur se tient dans la conviction qu'être vivant, c'est être témoin d'une époque et ainsi se sentir responsable, brutalement et passionnellement responsable de la destinée collective de la planète. Ce thème de la joie et du bonheur revient très souvent dans votre travail et vous reliez systématiquement ce bonheur et cette joie à la transformation politique de la société et à l'engagement, à l'activisme en réalité. Oui, absolument. Pour moi, oui. Parce que pour moi, c'est pas le problème, c'est que c'est pas facile dans une société comme la nôtre de se sentir vivant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, là, c'est vrai, hein, je passe par beaucoup de collectifs, je parle avec énormément par exemple, des jeunes personnes trans ou non-binaires, des familles avec des enfants trans, des personnes aussi, tout simplement, qui sont, on va dire, dissidentes sexuelles, ce que traditionnellement on appelle homosexuels ou autres, et qui passent par des situations d'une énorme violence. Donc, c'est pas très facile de se sentir vivant. Aussi, à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de comment fonctionne le dispositif néolibéral qui nous rend quelque part, si vous voulez, systématiquement dépressifs, dans une espèce d'apathie collective, rien n'est plus possible, en fait, de toute façon, on pourra rien faire. C'est à peu près ce qui se passait après le confinement, quand les gens disent, ouais, mais maintenant, tout va revenir comme avant, tout ça. En fait, la question, c'est, mais comment reconnecter? Comment se reconnecter avec la vie? Avec ce que ça veut dire en fait être vivant. C'est tellement difficile puisque on est constamment en fait traversé, impacté par des techniques de mort. Parce qu'il faudrait maintenant changer toute notre perception. C'est pour ça en fait que j'appelle à une révolution esthétique, une révolution de la perception. Parce que le problème c'est que par exemple la consommation, on a cru que c'était bien et que c'était consommer égale succès. Et donc du coup voilà la consommation, la production c'était pareil, production égale progrès. Et on va produire. Mais la question, c'est qu'il faut transformer notre regard, puisque la consommation, c'est un acte de destruction. La production, c'est un acte de destruction. C'est pas un acte de progrès. Non, c'est un acte de destruction sociale, politique, écologique. Donc, environnementale. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, moi, maintenant, je ne consomme presque pas. Ça ne m'intéresse presque pas. Enfin, je m'intéresse à la production, entre guillemets, de mon propre imaginaire. J'essaie par tous les moyens de résister en inventant des récits, des textes, des images, mais autrement, la production ne m'intéresse pas du tout. Et la consommation m'intéresse, mais absolument pas. Et ça ne nous rendra pas heureux. Donc, je pense que c'est ça. Quand je parle d'une révolution aussi, je parle en fait de cette joie. C'est-à-dire de quelque chose une joie qui commence par se dire ah oui, mais en fait, nous sommes vivants. Nous sommes malgré tout, malgré cette capture, malgré le fait d'avoir été l'objet de tout un ensemble de techniques des morts, nous sommes vivants. Donc, qu'allons-nous faire en fait de cette vie, de chaque moment de vie? Et là, du coup, en fait, c'est une explosion, si vous voulez. C'est la joie en tant que stratégie politique aussi. Exactement. Vous voyez que c'est pas si absurde de vous ramener au bonheur et à la joie. Non, mais c'était vrai. C'est vrai que par contre, en fait, c'est la première fois que quelqu'un me dit en fait qu'il a retrouvé les bonheurs dans mes textes, parce que avant, mais c'est vrai que j'ai senti aussi pour le coup, un clivage générationnel, c'est-à-dire que mes lecteurs sont très jeunes et qu'avant les lecteurs plus âgés me disaient, même s'il y a des très âgés, l'âge aussi, c'est une construction sociale et culturelle, hein. Donc il y a des très ringards dans tous les côtés, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il y avait avant beaucoup de la génération, de ma génération, beaucoup de gens me disaient, oh, tes écrits sont très violents, ils sont, c'est tellement dur, c'est tellement. Et en fait, voilà, maintenant, je retrouve les gens qui ont 20 ans qui commencent à me dire, non, mais c'est vraiment très joyeux. Et je dis, finalement, j'ai dû attendre, en fait, très longtemps, en fait. Fallait attendre d'être compris. Bon, moi, j'ai pas 20 ans, mais j'ai 20 ans dans l'âme. C'est ça. Paul Preciado, comment vous entendez-vous avec votre utérus rebelle et non reproductif, comme vous dites dans ce livre?
Ah, mais très bien. Pour l'instant, aucun problème. Resignification cognitive et sexuelle de mon utérus. Et donc, voilà. C'est un utérus trans très joyeux. Voilà. Parfait. Et si je vous dis la poudre, ça vous évoque quoi? Ah, la poudre, pour moi, la première fois que je l'ai entendue, pour moi, c'est... Enfin, moi, je suis espagnol, hein, donc c'est anarchisme, Barcelone, bombe, voilà, explosion. Et donc, la poudre, si on peut, au lieu de jeter une bombe, en fait, si la poudre est dans la voix. Donc, voilà, si... Parce qu'en fait, je pense que toutes les révolutions, quelque part, commencent par la voix. Donc, si la poudre révolutionnaire est dans la voix, ça peut être fort. Bah, c'est parfait, c'est la meilleure définition possible pour mon travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre temps, Paul Preciado. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité. En fait, heureusement qu'enfin c'était un soulagement de parler avec vous par rapport à d'autres entretiens que j'ai eu. Et voilà. À très bientôt. Merci à Paul B. Preciado d'être venu faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.